Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du foot et plus particulièrement de la Coupe du Monde de foot. Alors, je suis un peu en retard parce que la Coupe du Monde s'est terminée dimanche dernier, donc dimanche 19 juillet. Donc j'ai un peu de retard, mais voilà, on va parler de la Coupe du Monde. Même si vous pensez que le foot ce n'est pas très intéressant, dans cette vidéo je vais parler du sport mais aussi de ce qu'il y a autour, d'un point de vue de la société, de la culture, de la politique, etc. Donc je pense que ce sera quand même un podcast intéressant pour tout le monde. Je vais faire 4 parties. La première partie, ça sera le foot est un sport collectif. Donc je vais revenir sur la Coupe du Monde et notamment sur la victoire de l'Espagne. Le deuxième, ça sera le problème des réseaux sociaux. Et là, je vais parler de quelque chose que j'ai constaté pendant cette Coupe du Monde. 3, je vais parler des problèmes du foot. Et 4, je vais parler du foot comme le sport qui rassemble. Je vais finir sur une note positive. Donc pour vous faire une rapide introduction sur le foot, si vous ne connaissez pas grand-chose au foot, bon, bien évidemment, c'est le sport le plus populaire au monde et particulièrement en Europe. Donc en Europe, en Amérique latine aussi, mais ici on va parler de l'Europe et notamment en France où c'est le sport le plus populaire. La Coupe du Monde, c'est l'événement le plus prestigieux, c'est la compétition la plus prestigieuse puisque c'est une compétition entre tous les pays euh, sur Terre. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui participent, mais disons que c'est la compétition pour devenir champion du monde qui est la récompense la plus prestigieuse. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, donc c'est assez rare. C'est comme les Jeux Olympiques, c'est organisé une fois tous les 4 ans. Donc c'est un événement majeur qui est plutôt rare, et donc c'est vraiment le saint graal des compétitions dans le foot. La France a gagné 2 fois la Coupe du Monde, et il y a d'autres pays comme l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil qui ont gagné 3, 4 ou 5 fois. Le record c'est 5 fois, c'est le Brésil. Et donc ça, la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus prestigieux. En Europe, on a la Coupe d'Europe, c'est le même principe mais seulement avec les pays européens. Là, c'est tous les 4 ans aussi, donc en décalé. On a la Coupe du Monde, 2 ans après, on a la Coupe d'Europe, et 2 ans après, on a la Coupe du Monde, etc. Ça, c'est pour les compétitions nationales, enfin internationales, où c'est des matchs entre les différents pays. Et après, en Europe, on a des ligues, un peu comme la NBA au basket aux États-Unis. Les ligues, par exemple, en France, vous avez la Ligue 1. En Espagne, vous avez la Liga. En Allemagne, il y a la Bundesliga. Et en Angleterre, il y a la Première Ligue. Donc ça, c'est les championnats. Et tout au long de l'année, les clubs se jouent des matchs pour le classement de ces championnats. En Ligue 1, par exemple, le club le plus connu, c'est le PSG, donc le club de Paris. Et la dernière compétition prestigieuse, c'est la Coupe d'Europe des clubs, en quelque sorte, c'est la Champions League. Qui ça se joue tous les ans, et là, ça fait 2 ans que ça fait 2 ans que Paris, le club de Paris, gagne la Champions League, ce qui est assez exceptionnel puisque le club n'avait jamais gagné de Champions League avant. Bref, ça c'est pour une rapide introduction. Et du coup, on peut tout de suite passer à la première partie qui est que le foot est un sport collectif. J'ai voulu me faire cette catégorie tout simplement pour rappeler que le foot est un sport collectif. Et le meilleur exemple qu'on a eu, c'est la victoire de l'Espagne. Donc dimanche dernier, l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en finale contre l'Argentine. Et je pense que c'est mérité tout simplement parce que l'équipe d'Espagne
était la meilleure équipe collective. Avant la compétition, la France était une des équipes favorites, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent et on dit qu'il y a beaucoup d'individualité dans l'équipe, c'est-à-dire que les talents individuels, il y en a beaucoup. Et du coup, il y avait beaucoup d'attentes sur l'équipe de France. Et d'ailleurs, tous les sites de paris sportifs, toutes les prévisions, enfin pas toutes les prévisions, mais beaucoup de prévisions voyaient la France comme championne du monde. Cependant, la France a perdu en demi-finale contre l'Espagne sur un score de 2-0 et qui pour le coup était assez mérité puisque c'est vraiment l'Espagne qui a joué et qui a joué un jeu collectif alors que la France avait du mal à construire des actions. Le foot est un sport collectif puisque dans ce match-là, ce ne sont pas les meilleurs joueurs qui ont gagné, c'est la meilleure équipe. En France, vous avez des joueurs comme Mbappé qui est très connu, qui est même une star. Et même il y a d'autres joueurs comme Dembélé, Ousmane Dembélé, qui est le Ballon d'Or, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le Ballon d'Or de l'année dernière. Le Ballon d'Or, c'est la récompense, c'est le trophée qu'on donne aux meilleurs joueurs de l'année. Et en fait, je pense que c'est vraiment l'exemple typique qui montre que même si vous avez tous les meilleurs joueurs, si vous n'avez pas un jeu collectif, si vous n'avez pas une stratégie ou une construction collective de l'équipe, bah, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'ont vu les Français contre l'Espagne, justement, où on a perdu 2-0 et il y avait des actions un peu bizarre, on va dire, mais au global, l'Espagne était meilleure et ça s'est vu. Et je pense que ça s'est vu aussi sur la finale contre l'Argentine. Il y a des équipes comme l'Argentine ou le Portugal qui ont une star. Donc l'Argentine, ils ont le joueur Lionel Messi. Et le Portugal, par exemple, ils ont le joueur Cristiano Ronaldo. Mais les deux joueurs, maintenant, sont vieux, donc je pense qu'ils vont prendre leur retraite. Mais en fait, ce sont des équipes avec une star et je pense que cette Coupe du Monde a montré que ce format d'équipe ne fonctionne pas vraiment. Et je pense que le Portugal, ça a été un peu le problème du Portugal tout au long de la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est que toute l'équipe était focalisée sur un joueur et donc dès qu'il rencontrait une équipe avec un meilleur collectif, il n'arrivait pas à gagner. Bon, le Portugal a gagné la Coupe d'Europe en 2016 contre la France, mais voilà. Et je ne vais pas parler trop fort parce que je suis actuellement au Portugal, mais voilà, c'est un peu mon opinion sur le fait que le foot, ça reste un sport collectif, et même s'il y a beaucoup de stars, Cristiano Ronaldo, c'est la personne avec le plus de followers sur Instagram, même s'il y a beaucoup de stars, ça reste un sport collectif. Et finalement, je suis content que ce soit une équipe comme l'Espagne qui ait gagné, puisque ça montre que voilà, le collectif est toujours meilleur qu'une somme d'individualité, que l'addition d'individualité. Maintenant, pour la deuxième partie, j'ai noté ça, le problème des réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs choses. La Coupe du Monde, c'est censé être, comme tout événement sportif, un événement qui rassemble les personnes. On se rassemble tous ensemble pour voilà, jouer au sport et passer un moment ensemble. Et finalement, je pense que ça a créé beaucoup d'animosité, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de critiques de certains pays à d'autres, il y avait beaucoup de haine même envers certains pays. Et je pense que là, je vais commencer par l'exemple de la France. On a eu un match qui était assez compliqué, c'était le match contre le Paraguay. C'était assez compliqué parce que les joueurs paraguayens, donc les joueurs de l'équipe du Paraguay, n'avaient pas envie vraiment de jouer au foot. Enfin, disons que leur stratégie, c'était d'essayer d'énerver le plus possible les joueurs français en faisant beaucoup de fautes, etc. Et le problème, c'est que
Ce match, à mon opinion, n'a pas donné une très bonne image du Paraguay, mais ensuite, ça a débordé, c'est allé à l'extérieur du foot, puisqu'il y a même eu une sénatrice paraguayenne qui s'appelle Céleste je ne sais plus comment, qui a dit des choses extrêmement racistes envers Mbappé. Et là, c'est là où je trouve que c'est le genre de moment où la compétition prendrait des proportions qui n'ont pas lieu d'être. Ça reste un match de foot, c'est juste un match de foot. Et ça a fini par, si je caricature, ça a fini par les Paraguayens qui détestent la France et les Français qui détestent le Paraguay. C'est dommage parce que tout ça, ça résulte juste d'un match de foot. C'est le résultat seulement d'un match de foot. Et je pense que les réseaux sociaux, ça participe à ça. C'est-à-dire que cette sénatrice paraguayenne, avant ça, tout le monde, personne ne connaissait cette personne et tout le monde s'en fichait. Et donc, le fait qu'elle ait les réseaux sociaux et qu'elle puisse dire des choses extrêmement violentes, ça donne la parole en fait à des personnes qui essayent juste de se faire voir ou qui essayent juste de répandre leur haine et ça n'a aucun intérêt. Et de la même manière, je pense qu'il y a l'effet pervers des réseaux sociaux, donc un effet pervers, un effet négatif, c'est qu'on peut avoir très vite une bulle informationnelle. Une bulle informationnelle, c'est quand l'algorithme commence à comprendre ce que vous aimez regarder et il va vous pousser ce genre de contenu. Par exemple, la sénatrice, tous les Français qui ont vu ce contenu, ils étaient énervés, du coup ils regardaient tout le contenu et au bout d'un moment sur Instagram, sur mon Instagram, il y avait énormément de choses qui étaient sur ce cas, sur cet exemple. Et c'est pareil avec l'Argentine. Bon, je n'aime pas l'équipe d'Argentine, je suis français, donc je n'aime pas l'équipe d'Argentine, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste du foot. Donc les Argentins, mais les Paraguayens, et je pense que c'est surtout en Amérique latine, en Amérique du Sud, ils ont un jeu très agressif, provocateur, et s'ils gagnent, ils vont beaucoup charrier. Donc charrier, c'est se moquer en quelque sorte. Et donc, c'est des joueurs qui aussi vont beaucoup insulter sur le terrain, etc. Et donc, personnellement, c'est un style de jeu que je n'aime pas du tout. Et c'est pour ça que je n'aime pas ce genre d'équipe. Et l'Argentine, au fur et à mesure de la compétition, en fait, ils sont devenus en quelque sorte l'équipe la plus détestée. Ils sont devenus assez détestés pour qu'à la fin, les Français supportent les Anglais et ensuite les Français supportent les Espagnols. Et inversement, les Anglais les Espagnols supportaient les Anglais et aussi, etc. Alors que normalement, c'est des pays avec beaucoup de rivalité. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les reproches qui étaient faits à l'équipe d'Argentine, c'est d'être des mauvais perdants, donc s'énerver s'ils perdent, d'être des provocateurs, de ne pas avoir de respect, de faire beaucoup de fautes, etc. Et aussi d'avoir l'avantage de l'arbitrage, donc que l'équipe soit avantagée par les décisions de l'arbitre. Ça, c'est des critiques qui sont valables. Je veux dire, on peut critiquer les joueurs argentins en disant qu'ils font trop de fautes et que c'est injuste et que parfois l'arbitre ne siffle pas. Donc siffler une faute, c'est-à-dire arrêter le jeu pour noter une faute et mettre un carton jaune ou un carton rouge à un joueur. Ça, c'est des critiques constructives. Le problème, c'est qu'après, sur les réseaux sociaux, personnellement, quand j'ai commencé à voir les critiques sur les décisions des arbitres, après, l'algorithme a commencé à me pousser que du contenu critique envers l'Argentine. Et à tel point qu'au bout d'un moment, en fait, c'est presque si je détestais l'Argentine alors qu'on parle juste de foot. Et en fait, il y a ce moment où, comme pour le Paraguay, où tout ce qui se passe dans le foot devient en fait juste de la haine envers un pays et un autre. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. C'est-à-dire que, oui, ok, les joueurs argentins, j'aime pas leur façon de jouer, mais en aucun cas, ça doit avoir un impact sur ma vision de l'Argentine. Et c'est pareil, il y avait beaucoup de vidéos, par exemple, de supporters argentins qui faisaient des choses racistes, etc. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être
une réalité, mais je veux dire, ça renvoie une image du pays et après, on développe un sentiment vis-à-vis d'un pays juste à partir d'un événement sportif. Et je trouve que là où normalement c'est un événement qui rassemble, bah, du coup, ça crée beaucoup de divisions et je pense que les réseaux sociaux, en fait, ils viennent mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'ils viennent amplifier ce phénomène. Et ça, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Maintenant, bien évidemment, tous les comportements racistes, ce genre de choses, je suis complètement contre et je trouve ça affreux. Ce que je dis, c'est que il faut faire attention à ne pas faire de généralité sur tout un pays à partir du comportement de certains idiots. Et je veux dire, c'est pareil pour la France. Parfois, on peut avoir le comportement de supporters français où on se dit, mais ils font honte à la France. Et je n'ai aucunement envie, je n'ai vraiment pas envie que l'image de la France se soit associée à ce genre de personnes. Bref, et donc ça, c'est le problème des réseaux sociaux. La troisième partie, c'est les problèmes du foot. Et là, ça rejoint un peu le problème de l'Argentine, du Paraguay. Je pense qu'un des premiers problèmes, c'est le respect envers l'arbitre. Au foot, dès qu'il y a une faute qui est sifflée, donc dès que l'arbitre siffle une faute, donc il souffle dans son sifflet, il y a tous les joueurs qui vont vers l'arbitre et qui sont presque à le taper, ils sont presque à l'engueuler. Et ça, je trouve ça horrible. Ça m'énerve à un point, je me dis, mais en fait, il faut accepter et il faut respecter les décisions de l'arbitre. Parce qu'il y a ce manque de respect, je trouve qu'après ça, il y a tous les problèmes qui vont avec. C'est-à-dire qu'on discute toutes les décisions de l'arbitre. Ça devient du théâtre. Et par exemple, donc ça c'est une comparaison qui est souvent faite en France. C'est que en France, le second sport, enfin, oui, je pense que c'est le deuxième sport le plus populaire, c'est le rugby. Et le truc, c'est qu'au rugby, il n'y a qu'un seul joueur qui peut parler à l'arbitre, c'est le capitaine. Donc tous les autres joueurs ne peuvent pas parler à l'arbitre. Et ça, c'est vraiment respecté. C'est-à-dire que l'arbitre, c'est lui qui décide, vous venez me parler. Et tous les joueurs respectent ça, et il n'y a aucun débordement. Et on fait souvent la comparaison, bon, il y a des problèmes dans le rugby aussi, mais c'est vrai que quand on regarde un match de rugby, au moins il n'y a pas toute cette tension avec toutes ces discussions sur l'arbitrage, etc. Et c'est beaucoup plus agréable à regarder, je trouve. Et souvent, il y a une phrase, bon, ça c'est vraiment, les personnes qui aiment le rugby qui disent cette phrase. Ils disent que le rugby c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Donc des voyous, c'est des mauvais garçons en gros. C'est un sport de mauvais garçons joué par des gentlemen. Et le foot, c'est un sport de gentlemen joué par des mauvais garçons. Donc ça, c'est pour donner un peu l'esprit dans le sens où au rugby, ils font tous plus de 2 mètres, plus de 120 kilos. C'est hyper violent. Mais dès que l'arbitre siffle, personne ne parle et tout le monde respecte les décisions. Ce qui est tout l'inverse du foot. En sachant qu'au foot, il y a aussi le truc du coup, pour l'arbitrage, les joueurs vont simuler, ils vont faire semblant d'avoir mal, et ça c'est pareil, c'est un peu, à force, c'est un peu énervant. Une chose qui est bien, je trouve, c'est que il y a eu des problèmes dans le foot avec des joueurs qui cachaient leur bouche pour dire des insultes racistes à d'autres joueurs. Et en fait, une décision qui a été prise à cette Coupe du Monde, c'est que si un joueur cache sa bouche pour parler à un autre joueur de l'équipe adverse, c'est carton rouge. Donc carton rouge, c'est exclu. Le joueur est exclu du match. Et donc c'est un vrai désavantage pour l'équipe. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que à la première occasion où un joueur a parlé comme ça, il y a eu carton rouge. Alors peut-être que le joueur a fait ça par habitude, mais je trouve que le fait de mettre un carton rouge et de dire maintenant ça c'est sanctionné, après tout le monde va respecter cette décision. Enfin, sur le moment ça crée un peu, les gens sont en mode mais non c'est pas juste, etc. Mais après pour les autres matchs, tout le monde au moins sait que ça c'est valable et que si vous faites ça, il y a un carton rouge.
Et c'est pareil, en fait, je pense que ça devrait être pareil pour tout ce qui est simulation, c'est de tout de suite sanctionner pour en fait dire aux joueurs, bah, arrêtez de faire ça, sinon ce sera un carton directement. Et du coup, parfois, j'ai l'impression que ça manque de c'est pas assez strict. Il faudrait que l'arbitrage soit plus strict. Au début, ça va créer beaucoup de tensions, mais au bout d'un moment, si les joueurs s'habituent à cet arbitrage strict, au moins après, ce sera beaucoup plus agréable à jouer et à regarder. C'est mon opinion, je ne suis pas un spécialiste. Et après, il y a tous les trucs de Infantino. Donc Infantino, c'est le président de la FIFA, et Trump. Et il y a eu aussi les histoires d'un carton rouge pour les États-Unis qui a été annulé. Normalement, quand il y a un carton rouge, le joueur ne peut pas jouer le match suivant. Et comme par magie, la FIFA, donc la Fédération internationale de foot, a pris la décision d'annuler le carton rouge entre les deux matchs. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de décision où on sait que ce n'est pas une question de justice ou pas, c'est juste Trump qui a appelé Infantino et qui lui a dit bon, enlevez le carton. Là, c'est des très grandes suppositions, mais je ne vois pas d'autres raisons. Et le pire, c'est que ça a pénalisé l'équipe des États-Unis et ça a pénalisé le joueur Balogun qui sûrement n'avait pas envie d'être au centre de ce genre d'histoire. Donc ça, en fait, c'est dommage pour tout le monde et c'est dommage pour le sport. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai été assez critique et du coup, je vais finir sur une note positive. Le foot, le sport qui rassemble, tout simplement parce que c'est le plus grand sport sur Terre, c'est le sport le plus universel et qui rassemble le plus de monde au monde. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est en la finale de la Coupe du Monde 2022. Je crois que c'était 1,5 milliard de spectateurs, de téléspectateurs, de personnes qui regardent à la télévision. C'est le plus grand événement sportif de tous les temps. La Coupe du Monde, c'est le plus grand événement sportif sur Terre, devant les Jeux Olympiques, etc. Et du coup, c'est un sport qui vraiment rassemble. En ce moment, il y a une réalité économique, politique, sociétale qui est assez difficile. Il y a beaucoup de tensions partout, dans toutes les sociétés. Il y a beaucoup d'inflation, des problèmes économiques. La politique, ça devient de plus en plus divisé. Il y a beaucoup moins de débats, de discussions saines, on va dire. Mais le foot arrive quand même à rassembler. Bon, cette année... je vais prendre en fait l'exemple de 2018. En 2018, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Et quand on a gagné la Coupe du Monde, je veux dire, tous les Français étaient ensemble. Il n'y avait plus de questions en fait de politique, il n'y avait plus de questions qui divisent. Tout le monde faisait la fête ensemble. Et j'imagine que les Espagnols font ça actuellement. Et en fait, c'est un énorme soulagement parce qu'on passe nos journées à être divisés sur des sujets politiques, sur des sujets économiques, etc. Et là, en fait, c'était un moment c'était un moment beaucoup plus léger entre tous les Français. Et je trouve que ça, c'est unique au sport et qu'il n'y a pas forcément, enfin, il n'y a pas d'autres occasions aussi intenses que celle-là. Et c'est pareil en 2016, donc l'année où le Portugal a gagné la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe était organisée en France et du coup il y avait plein de personnes de différents pays qui allaient dans différentes villes françaises pour voir les matchs. Et il y avait notamment plein de vidéos de supporters irlandais qui faisaient la fête dans les villes. Moi, à ce moment-là, j'étudiais à Bordeaux. Et à Bordeaux, un week-end, il y avait le match Irlande contre je sais pas qui. La ville était remplie d'Irlandais qui faisaient la fête. 5 jours après, c'était Allemagne contre Espagne. Du coup, il y avait plein d'Espagnols et d'Allemands qui venaient. Et globalement, c'était une superbe ambiance. Et c'était vraiment le mélange avec la fête entre tout le monde. Et il y avait moins dans mes souvenirs, il y avait moins de
de discussions ou de critiques comme il y a eu cette année à la Coupe du Monde avec l'Argentine et le Paraguay par exemple. Et ça, je trouve que c'est... quand ça se passe bien comme ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui rassemble et que c'est vraiment la force du foot, la force du sport en général, mais comme le foot est le sport le plus populaire au monde, ça a encore plus de pouvoir. Et je pense qu'il faut faire attention à ce que ça reste un peu dans cette dynamique et que ça ne devienne pas, le moyen de se détester les uns les autres encore plus. Bon, c'est très bateau comme... c'est très... disons que c'est une critique très bateau, très normale on va dire. Mais je pense que tout ce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est fait par la FIFA par exemple, ça donne une mauvaise image du foot, alors que c'est le sport qui peut rassembler tout le monde. Donc voilà, c'était le podcast sur cette Coupe du Monde et plus généralement sur le foot. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé le fait que j'ai parlé de différents sujets. Vous avez le script sur Patreon. Et pour les membres, il y aura une feuille, un PDF de vocabulaire, un d'exercice, un de correction. Donc vous pouvez télécharger ça si vous êtes membre YouTube ou Patreon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.